C'est des technologies qu'on dit assez durables de par les matériaux utilisés pour les fabriquer, qui peuvent être soit des matériaux naturels, des matériaux de réemploi ou aussi des matériaux industriels utilisés à bon escient, et durables aussi dans le fait qu'on vient souvent les autoconstruire, donc on est capable de les réparer et de les entretenir et de les faire évoluer au fur et à mesure de nos besoins. On a une maison dans la montagne qui nous a permis pour nous d'être un terrain test, on va dire, de toutes ces solutions. Et le but, c'est de voir dans quelle mesure on est capable de vivre de manière très confortable dans un lieu qui n'est ni relié à l'eau et ni à l'électricité, en installant ces différentes low-tech. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail et ce podcast et partager ces contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous. Bon épisode. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Alizé et Johan. Après des années passées à sillonner l'Europe à la découverte des objets low-tech et des communautés autonomes, ils s'installent en Ariège où ils rénovent une grange en habitation expérimentale. Dans leur atelier, ils forment aussi à la construction d'objets low-tech comme une éolienne, un four solaire ou une marmite norvégienne. Designers de formation, ils favorisent ainsi l'adoption des low-tech en les rendant fonctionnels, esthétiques et désirables. Je vous souhaite un excellent épisode en compagnie d'Alizé et Johan qui partagent avec passion leur quête d'autonomie et de résilience. Bonjour Alizé, bonjour Johan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Case Robinson, je suis très heureux de vous recevoir. On va parler ensemble de low-tech et d'autonomie. Vous êtes designer, artisan et les fondateurs de l'association Chemin de Fer qui forme et sensibilise le grand public et puis les personnes engagées dans des projets d'écologie, d'éco-construction sur ces sujets de low-tech et d'autonomie. Vous venez aussi de publier cet ouvrage, Autonomiser un petit habitat, dans l'excellente collection Résilience aux éditions Ulmer. Et c'est même votre troisième publication parce que vous avez aussi publié Objet low-tech et énergie directe et Objet low-tech du quotidien. Voilà, donc on est bien dans la thématique des low-tech et on va parler de tout ça ensemble. Peut-être simplement pour démarrer, est-ce que vous pouvez définir ce que sont les low-tech pour les personnes qui découvriraient cette notion et puis peut-être aussi en élargissant autour de la philosophie qu'il y a autour des low-tech, parce que c'est pas que de la technique, c'est pas non plus que de l'écologie, il y a aussi une philosophie derrière autour de la façon d'aborder le monde, et puis de s'émanciper aussi. Donc c'est quoi les low-tech pour vous? Pour donner une définition assez simple des low-tech, c'est des objets ou des technologies qui permettent de répondre à ses besoins fondamentaux, à ses besoins de base. Donc ça permet déjà de se questionner sur de quoi on a besoin ou dans quelle urgence on se trouve et de comment on peut répondre à ce besoin-là. C'est des technologies qu'on dit assez durables de par les matériaux utilisés pour les fabriquer, qui peuvent être soit des matériaux naturels, des matériaux de réemploi ou aussi des matériaux industriels utilisés à bon escient, et durables aussi dans le fait qu'on vient souvent les autoconstruire, donc on est capable de les réparer et de les entretenir et de les faire évoluer au fur et à mesure de nos besoins. Si on fabrique quelque chose pour deux et que d'un seul coup, par magie, on se retrouve à 4, et ben on peut faire évoluer un petit peu la technique et les technologies, le dimensionnement pour, au lieu de changer d'équipement, l'adapter à nos nouveaux besoins. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, c'est une définition qui est plutôt centrée sur notre mode de vie occidental. Dans certains endroits, les low-tech, ça va plus être des technologies primordiales qui permettent d'avoir un accès facilité à l'eau, à l'électricité, à un certain confort, à une hygiène, à certaines techniques d'agriculture ou de culture. Donc voilà, là on se base vraiment, comme on est occidentaux, on se base d'un point de vue occidental, on va pas donner des grandes lignes sur ce que doivent faire les autres. Les low-tech, ça peut prendre part dans tous les champs, on va dire, du quotidien.
c'est aussi bien les technologies qui nous entourent pour répondre à nos besoins de base que notre façon de vivre, savoir si on a envie d'être plus ou moins lent, savoir si on a envie de consommer plus ou moins. Donc maintenant, il peut y avoir tout un tas de facteurs. Ça fait aussi écho à toute une philosophie autour de ce qu'est l'éloge de la lenteur. Donc repenser vraiment nos dynamiques collectives et individuelles. Et ça s'appuie sur un gros pilier qui est l'open source. L'open source, c'est un ensemble de licences. Alors, il faut bien faire attention, l'open source, ça ne veut pas dire 100% gratuité pour tout. L'open source, c'est un ensemble de licences qui permet de protéger ou non, de donner l'accès ou non à un développement commercial, etc., mais de partager, en tout cas, des informations, des plans, des tutoriels, des dessins, des idées. Nous, en général, on travaille sous une licence qui permet de se réapproprier ce qu'on propose, de faire des itérations, mais on demande à ce qu'il n'y ait pas un usage commercial derrière. Donc quand on va développer un produit, l'idée c'est que oui, quelqu'un peut s'en saisir et décider de développer des stages d'autoconstruction, des choses avec, mais par contre, on évite de vendre l'objet à proprement parler. Donc voilà, ça, nous, c'est la licence qu'on utilise le plus souvent, mais il y en a une quantité de licences open source, donc c'est intéressant. Ça permet d'avoir une énorme mise en commun d'informations pour pouvoir aller collectivement plus loin. D'ailleurs, c'était l'objet des remerciements qu'on a formulés dans le dernier tome, là, chez Résilience. Dans les remerciements, on remercie évidemment nos familles, nos amis et notre cercle proche, mais on remercie surtout l'ensemble de la communauté des gens qui s'intéressent à la low-tech et qui permettent de collectivement faire avancer la recherche. Ouais, sur ce sujet, je peux citer le Low-Tech Lab aussi, qui a été initié par Corentin de Châtel-Perron, dans lequel il y a des ressources aussi. Et effectivement, c'est des ressources qui sont disponibles, téléchargeables. Et puis dans votre livre, il y a des ressources aussi pour récupérer, par exemple, les modèles 3D des objets que vous présentez. Donc il y a cette notion aussi de partage et de mise en commun pour que chacun puisse un peu ensuite réutiliser ses connaissances. Et tu parlais des remerciements, ça fait le lien avec le camion que vous avez aménagé pour voyager en itinérance et pour justement aller à la découverte de ces différentes low-tech un peu partout en Europe. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que c'est un super beau camion déjà. Je mettrai des images pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube. Donc vous avez réaménagé un ancien camion de pompier en petit laboratoire, petit habitat laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, puis nous dire quels aménagements vous avez faits et comment vous vous en servez? On était à Paris tous les deux quand on a eu envie de cette réorientation de vie, on va dire. On travaillait sur des notions d'autonomie en habitant à Paris, ça nous avait paru un peu en décalage avec ce qu'on prenait. Et donc on a trouvé et acheté ce camion de pompier aux Pays-Bas, qui est un camion autrichien, un vieux Mercedes 508D de 1985, qu'on a donc tout désossé pour faire à l'intérieur une habitation. On avait acheté une remorque, la remorque carrossée pompier en même temps. On a commencé par faire 3 ans de voyage sans l'atelier, donc sans la remorque, pour vraiment déjà voir si on était capable de vivre dans un si petit espace à deux et est-ce que ça nous convenait avant de lancer une aventure professionnelle. Donc on est parti au début en Norvège et Suède pour découvrir différents artisanats. On voulait se former aussi nous-mêmes à différentes techniques. Après, on est parti plus vers l'Espagne et le Portugal avec la notion de visiter des sociétés autonomes pour voir ce qui se faisait sur des low-tech, mais peut-être à l'échelle de communauté. C'était aussi assez intéressant de voir ce que nous, on testait à l'échelle de 2 personnes, de voir comment ces inventions et adaptations étaient faites sur une échelle d'une dizaine, voire vingtaine de personnes. Et après 5 ans, 3 années de voyage, on a aménagé cette remorque, qui est donc maintenant un atelier itinérant. Et on a ensuite voyagé principalement en France. On a donné des ateliers partout en France en allant vers des lieux pour partager tout ce qu'on avait découvert ces dernières années et fabriquer avec d'autres toutes sortes d'objets et en prenant souvent les low-tech comme prétexte pour fabriquer des choses ensemble.
Pour répondre à ta question, dans le camion, c'est pas vraiment, nous on l'envisageait pas tellement comme un laboratoire, puisque c'était vraiment notre unité d'habitation, mais on a testé plein de low-tech dans le camion, où on s'est rendu compte que c'était assez peu efficace, parce que les low-tech, c'est les systèmes low-tech, ça demande souvent un dimensionnement adapté aux besoins. Dans un camion, je m'explique, on a essayé par exemple de faire de la cuisson solaire, donc on avait fabriqué un petit four vu qu'on a besoin d'être compact, sauf qu'un petit four, ça chauffe pas assez, donc c'était pas des tests très concluants. On a essayé de faire un petit chauffe-eau solaire, sauf qu'un petit chauffe-eau solaire c'est pas très concluant non plus, et qu'un jerrycan noir sur le toit ça chauffe bien mieux que tout un petit système qui au final est pas suffisamment dimensionné pour chauffer de l'eau. Ce qu'on a beaucoup utilisé, c'est des systèmes de récupération et de filtration d'eau. Parce que ça, quand il pleuvait, on arrivait à récupérer pas mal d'eau de carrosserie, enfin qui tombait sur la carrosserie, comme sur le 508, il y a 2 grandes gouttières. On avait des systèmes qui permettaient de le collecter. Et ensuite, en fait, on faisait une préfiltration et puis on a un filtre Berquet à charbon qui nous permettait de potabiliser ou en tout cas nous de boire cette eau-là. On a fait beaucoup de microcultures type graines germées, des choses comme ça. Après, on a plus vu des systèmes, comme disait Alizé, sur des lieux, dans des communautés ou lors d'ateliers de fabrication, où là, on a vraiment pu s'essayer à la fabrication, à la mise en place de ces systèmes-là. Donc le labo, il était dehors, il n'était pas dedans, quoi. Mais en tout cas, on a vécu dans un laboratoire, dans un environnement de laboratoire pendant 5-6 ans, quoi. Et est-ce que tu peux citer quelques communautés que vous avez visitées, et puis quelques exemples de low-tech que vous avez découvert là-bas? Une qui a été principalement assez marquante, c'était en Espagne, dans le désert du Tabernas. Elle s'appelait Sunseed Tecnología. Et hors le four solaire parabole, qui était quand même en effet assez efficace, parce que là-bas, dans le désert du Tabernas, les températures étaient quand même vraiment très efficaces pour ce genre de cuisson. On a vu des chauffe-eau solaires dimensionnés qui étaient vraiment possibles pour chauffer autant de... Ils étaient une vingtaine à vivre sur le lieu. On a découvert ça, on a vu tout un système de séchoir solaire et un genre de marmite norvégienne, mais vraiment ils appellent ça la Hailbox. C'était une grosse boîte isolée sur des dimensions assez importantes qui permettait de faire, donc quand ils avaient cuisiné, de maintenir au chaud les plats. Qu'ils étaient une vingtaine, ils mangeaient pas forcément tous en même temps, et c'est vrai que les premiers à manger mettaient ensuite les plats dans ces contenants très isolés, et ça permettait qu'au bout d'1 heure et demie, ceux qui veulent manger en décalé étaient capables d'avoir encore un plat à bonne température. Et c'est vrai que c'est des choses tout cumulées. Là, on s'est dit qu'il y avait la pompe Bélier aussi. Ouais, c'est là-bas qu'on a découvert la technologie de la pompe Bélier avec eux. Ça, c'était intéressant. Il y a une autre société à laquelle je pense qui s'appelle Mata Venero. Eux, c'était plus low-tech, mais moins sur les systèmes que sur la construction et le style de vie. On en parlait au début, donc c'est vraiment... c'était pas forcément fabriquer des fours solaires, mais c'était comment vivre en collectif et redéfinir une temporalité de vie qui était hyper riche et intéressante. Et après en France, on a été dans plein de lieux ou des co-hameaux qui permettent de voir à échelle peut-être de petite industrie, même enfin de petite entreprise. Là, je pense par exemple dans le Tarn aux chlorophylliens. C'est une ferme où ils se sont regroupés, c'est des ingénieurs agronomes, quoi. C'est un peu un low-tech lab, mais de l'agriculture, puisque le low-tech lab, c'est des ingénieurs plutôt méca qui se sont rassemblés pour travailler sur le sujet des low-tech. Et là, c'est vraiment une équipe d'ingénieurs agronomes qui a repris une grosse exploitation céréalière, qui fait de la céréale, qui fait du pain, qui fait du maraîchage, du miel. Et sur la ferme, il y a plein de choses, que ce soit des tests au niveau des meules, des tests au niveau des eaux, de l'eau chaude, etc. Parce qu'ils accueillent des woofers, donc des petits bâtiments comme ça autonomes. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir naviguer dans ces environnements et de se nourrir de plein de choses et de tester plein de choses. Et pour nous, l'itinérance, elle s'est un peu terminée à ce moment-là parce qu'on a engrangé plein de connaissances et
on était un peu frustrés de à chaque fois laisser les objets fabriqués, de pas pouvoir les tester sur le temps long. Et c'est pour ça c'est en partie pour ça qu'on avait envie de se sédentariser partiellement pour pouvoir à la fois avoir un atelier fixe dans un village et être dans une autre dynamique, donc une autre approche low-tech mais à l'échelle d'un village, et pouvoir tester sur le temps long des systèmes low-tech. Ouais, on va en parler aussi. Je précise peut-être, la pompe Bélier, c'est une pompe qui permet de relever de l'eau sans apport d'énergie, c'est ça, qui fonctionne simplement avec des systèmes de pression et des systèmes gravitaires. Donc c'est un objet low-tech, effectivement, tout à fait intéressant. Qui nécessite beaucoup d'eau quand même pour fonctionner. Il faut les conditions, mais c'est vrai que quand on a les conditions, ça peut être très très pratique. Ça relâche à peu près 90% de l'eau qui passe dans le corps de pompe. Donc ça permet de remonter de l'eau, mais il faut avoir... Parfois on imagine qu'on peut mettre une tonne à eau un peu haut et puis remonter l'eau comme ça en faisant des paliers, etc. Ça fonctionne pas parce qu'on perd beaucoup. Ouais, donc ça s'installe dans un cours d'eau qui a un débit déjà assez important pour pouvoir générer cette force. Il y a un débit qui soit au moins régulier et qui ait une bonne chute. Et vous en parlez dans votre livre, il y a une description justement pour fabriquer sa propre pompe Bélier, avec des croquis, c'est bien détaillé. Je le disais en introduction, vous êtes designer de formation, donc vous avez fait des études dans le design. Et dans vos livres, vous présentez ce rôle du designer comme essentiel pour favoriser l'adoption des low-tech au plus grand nombre, en les rendant fonctionnels, esthétiques et désirables. Ça, c'est un point aussi qu'avait relevé Corentin de Châtel-Perron sur le fait de rendre des visions du monde plus désirables, et ces visions low-tech plus désirables pour favoriser leur adoption. Est-ce que vous pouvez développer ce point et puis raconter peut-être ce qui vous a donné envie en tant que designer à l'origine de ensuite vous spécialiser dans ces low-tech? Alors déjà, il y a sûrement beaucoup de choses qui se croisent avec le Low-Tech Lab. On a commencé, nous, l'histoire, on a commencé à travailler avec le Low-Tech Lab quand ils commençaient avec l'assaut. Justement, on a commencé à travailler avec eux qui étaient ingénieurs. Nous, on a commencé en tant que designer à s'intéresser aussi au sujet des low-tech à ce moment-là. Et on a travaillé ensemble sur la désirabilité des low-tech à certains niveaux, sur certains ateliers avec certains membres du Low-Tech Lab qui sont plus maintenant à Concarneau, à l'équipe du Low-Tech Lab Met, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des choses qui se croisent de temps en temps. Ça nous arrive d'être en lien. Le designer, il a eu pendant très longtemps une place de dessinateur industriel, production de masse d'objets désirés ou en tout cas enviés par la société de consommation. Encore une fois, on parle là d'un point de vue occidental. Hein. Et ça nous semblait. Donc, moi, j'ai fait des études de design industriel. Donc, vraiment pour dessiner des objets qui sont voués à être dessinés par l'industrie. J'ai jamais travaillé dans l'industrie, mais ça m'a servi de bagage. L'idée, c'était de se dire que les low-tech, encore aujourd'hui, même si ça change, souffrent un peu d'un côté bricole, bidouille, avec des matériaux de récup. Alors, il faut bien faire attention entre un matériau de récupération brute et un matériau de réemploi qu'on a retravaillé, réusiné pour pouvoir l'utiliser convenablement. Il y a une grosse distinction, mais l'enjeu, c'était de les faire rentrer dans le quotidien des, on va dire, consommateurs, ou en tout cas que nous autres occidentaux, on se dise pas, c'est des super bricolages, ça sert à des populations qui sont en crise, et chez nous, c'est pas des bonnes solutions. Alors qu'il y a tout un tas de solutions, de systèmes low-tech qui sont des bonnes solutions pour réduire notre consommation en énergie, réduire nos consommations d'eau, réduire, ou en tout cas vivre d'une manière plus résiliente. Sans perte de confort. Sans forcément perdre de confort, parce que c'est pas, nous on prône pas du tout un 100% low-tech ou un tout low-tech. Il y a des compromis à trouver. On n'est pas obligé de se serrer la vis au maximum. Chacun peut faire des efforts sur ce qui est tolérable, on va dire, pour lui, et ça permet de tous ensemble aller dans le même et dans le bon sens.
Donc la question du design, c'était d'être capable de sortir de cet aspect bricole. Pour te donner un exemple, nous, on a eu l'habitude de faire des petites éoliennes. Donc l'éolienne pas à pas, 5 volts, là, c'est une éolienne qui a été sourcée par le Lotec Lab à Dakar. C'est fabriqué avec des moteurs pas à pas d'imprimantes ou de photocopieurs. Ça permet de délivrer une faible tension pour faire marcher de l'éclairage, charger une petite power bank, charger un téléphone. Ça produit pas beaucoup de courant, mais ça produit de l'électricité et ça permet donc de s'autonomiser un petit peu de certains systèmes électriques. Nous, on avait une petite éolienne d'ailleurs sur le camion qu'on pouvait mettre à l'arrière sur l'échelle avec une prise USB qui rentrait directement dans l'habitacle, qui nous permettait de charger les téléphones pendant la nuit parce que c'est des cycles de charge assez longs. Cette éolienne, quand elle a été sourcée, les pales, elles sont en tube de PVC. Le moteur, il est apparent, siglé de chambre à air. Il y a un morceau de contreplaqué derrière qui permet de faire l'aileron. Voilà. Là, on est vraiment sur une technologie bricole. Donc nous, sans changer le cœur de la technologie, parce qu'on utilise les mêmes composants, on a redessiné cette éolienne, qui est proposée d'ailleurs dans le tome d'énergie directe, là, qui est tout en bois. Donc elle est en bois, elle est fabriquée avec des rabots, des planes. Donc nous, on va dire notre mantra, c'est d'apprendre, de reprendre capacité à fabriquer, apprendre les gestes et techniques de fabrication pour être plus autonome dans la vie de tous les jours. On prend souvent le prétexte des low-tech parce que ça nous permet de faire à la fois un pas entre résilience et autonomie et à la fois accéder à l'acquisition de ces gestes et techniques de fabrication. Et à la fois, ça permet d'avoir des objets qu'on laisse et qui laissent une trace qui soit pédagogique ou utile. Ça nous permet ça. Mais donc cette petite éolienne, maintenant, elle est fabriquée entièrement en bois et on voit bien quand on la fait fabriquer, il y a quelque chose de ludique et d'agréable. C'est pas la même chose de faire des pales avec un rabot et une plane que de découper à la scie sauteuse ou au fil chaud des tubes de PVC. Donc ça, le fait que l'objet après soit, on va dire, un peu plus qualitatif, il va pas forcément être plus performant, mais par contre, il est plus acceptable. Donc les gens ont plus envie de le mettre dans une cour d'école. On l'a fait avec des écoles pour justement faire travailler autour de l'électricité, travailler avec des centres aérés, travailler avec des maisons de jeunes ou avec des particuliers. C'est des choses où on va plus facilement accéder à ces petits gestes s'ils sont Plus désirable. plus désirables. Tout à fait. Et c'est vrai que la désirabilité, elle passe par le dessin de l'objet, elle passe par les matériaux et les outils qu'on va utiliser, et elle passe aussi par la manière de le réaliser. Nous, on a décidé de rien vendre. C'est-à-dire qu'on ne vend pas d'objets tout faits. On vend pas de kit. Ça nous arrive de faire des prestations individuelles pour apprendre à des particuliers à fabriquer. Mais c'est eux qui, nous, on vend un accompagnement dans l'atelier pour apprendre les gestes et techniques de fabrication. Quand on le fait en collectif, c'est pareil. On vient pas avec des objets en kit. On vient avec de la matière brute et on la transforme en un système low-tech. Ça participe aussi à la désirabilité des low-tech. Le fait qu'il y ait une communication qui est soignée, le fait qu'Alizée, elle prend beaucoup de soin à faire de la vidéo, de la photo, c'est des choses ça fait comme si c'était des vrais produits. Donc en fait, nous autres occidentaux qui avons l'habitude d'acheter des vrais produits, eh ben, on est convaincus par l'utilisation de cela. Et ce processus un peu d'apprentissage un peu long du coup, parce qu'il faut fabriquer l'outil, ça permet aussi de le comprendre comment il fonctionne, donc pouvoir le réparer plus facilement. Et ça, forcément, comme on y consacre du temps, on y est plus attaché peut-être aussi pour en prendre soin et l'utiliser plus que tous les objets que la société peut nous proposer, la société de consommation peut nous proposer de manière ultra rapide, sans aucun investissement en temps ou en effort ou en quoi que ce soit pour l'obtenir. Et du coup, finalement, ça devient des objets assez rapidement jetables parce que on n'y a pas associé d'émotion et d'investissement personnel. Nous, on voit les retombées des ateliers. Ouais, la réparabilité, c'est hyper important. Quand on a fait l'objet, on est capable vraiment de s'en emparer, de le modifier. Comme on disait, si on change de dimensionnement, on peut aussi l'adapter.
Et s'il y a quelque chose qui marche moins bien ou qui tombe en panne, on est capable de le modifier et pas juste se dire ça marche plus, il faut que je rachète autre chose. Quand tu fabriques, et nous c'est pour ça qu'on continue à travailler comme ça, c'est que quand tu fabriques, tu montes en compétence. Donc quand tu t'adresses à un public qui est initié, c'est très bien, on est tous convaincus, on va tous dans le même sens, ils sont très contents de venir à l'atelier apprendre à fabriquer. Quand on s'adresse à un public qui n'est pas initié, type on a beaucoup bossé avec des jeunes en mission locale ou en maison de quartier, des gens qui sont déscolarisés ou qui sont dans des parcours professionnels un peu compliqués, qui te disent qu'ils savent rien faire, à qui on a toujours répété qu'ils étaient nuls. Passer par l'atelier, passer par les gestes de fabrication, on voit qu'il y a une estime de soi qui remonte énormément, on voit qu'il y a une appropriation de l'objet qui remonte énormément et qu'il y a même une cohésion de groupe qui se crée assez facilement. Donc nous, c'est pour ça qu'on est convaincus et qu'on a envie de continuer à travailler de cette manière-là. Et sur l'autre côté du spectre, tu parlais d'esthétisme aussi. On a tous nos penchants vers l'esthétisme, et c'est aussi important effectivement de travailler sur l'esthétisme des objets, parce que c'est ça qui les rend désirables. Et c'est vrai que je trouve que parfois quand on parle d'écologie, les gens qui sont un peu qui s'investissent dans ce métier-là, ils ont pas envie de faire de marketing ou de trop surinvestir cet aspect un peu plus de la communication sur les objets et sur l'écologie. Et pourtant, c'est quand même important pour effectivement pouvoir diffuser ces connaissances, pour pouvoir les rendre désirables au plus grand nombre, de quand même aussi travailler sur ces aspects de communication et d'esthétisme qu'il peut y avoir autour d'un objet et ce que ça peut renvoyer, quoi, je trouve. Mais ça passe souvent dans la cohérence des matériaux. Le choix des matériaux est vraiment important, et de faire en sorte que les matériaux soient cohérents les uns avec les autres pour que l'objet fini ait une unité. Souvent, il y a un soin apporté aux matériaux qui est assez important. Et on faisait la distinction entre réemploi et récup. Justement, Alizée, elle a un bagage de design d'intérieur et un bagage en coloriste, en archi-int. Donc, coloriste, c'est un petit peu juste. C'est sur tout ce qui va être la partie matériaux dans un projet, que ce soit pour un projet d'architecture d'intérieur, mais ça peut être tout autre projet, la cohérence des matériaux et choix esthétiques. Et nous, on accorde beaucoup de place au réemploi de matière, mais après, on a la chance d'avoir un atelier qui nous permet de le faire. Mais re-raboter des sections pour avoir des tasseaux, même si c'est du bois de réemploi, c'est pas un tasseau qui est plein de clous. Des plastiques, ça arrive qu'on les ponce. Il y a le métal, il est rebrossé. Il y a plein de choses qu'on peut réemployer, mais on se donne aussi le temps et les moyens de faire du réemploi de qualité, et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est valorisable. Et aussi bien quand on parlait de communication et de marketing, c'est aussi pour ça qu'on a accepté de se lancer dans cette épopée avec Ulmer depuis quelques années, parce que ça nous semblait cohérent. En tout cas, ça fait partie des choses qui peuvent permettre, en tout cas, de faire connaître aussi les low-tech à un autre public, sachant qu'avec Ulmer, on a toujours été clair que nous, il y a une partie de notre travail qui est disponible en open source. C'est pas parce que c'est éditorialisé dans un livre que nous, on peut pas proposer les mêmes systèmes gratuitement en open source sur le site de l'association. On s'approprie pas un savoir commun, on n'a pas inventé ces systèmes, on les a dimensionnés et on a retravaillé les matériaux pour qu'ils soient facilement fabricables et opérationnels. Mais ça, c'est quelque chose qui est, pour nous en tout cas, important, de rencontrer, d'enregistrer des podcasts ou de rencontrer des vidéastes. C'est pareil, ça permet aussi de prendre du temps et de faire émerger une graine, de faire germer une graine dans l'esprit de certaines personnes qui s'estiment trop éloignées ou pas capables de s'y mettre. Donc ça, c'est des temps qu'on prend avec plaisir. Tout à l'heure, vous parliez de votre atelier remorque là, en itinérance. Aujourd'hui, vous avez un atelier qui s'est agrandi du fait que vous soyez installé en Ariège. Vous êtes aussi sur un projet de rénovation d'un habitat, d'une grange, pour le rendre le plus autonome possible, le plus résilient possible.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet également? On est arrivé après avoir été en camion, donc c'est 5 à 6 années à sillonner, on va dire, les routes d'Europe et de France. On a découvert l'Ariège, une région qui nous a énormément plu l'accès à la nature qui est encore très présent et c'est vrai qu'en vivant en camion, ce côté de nature on s'est rendu compte que c'était primordial. Donc on habite maintenant dans un village d'une 60aine d'habitants au fond d'une vallée, au pied des montagnes. Et il y a eu la possibilité d'avoir ce gros bâtiment, un assez gros bâtiment qui nous a permis d'installer un atelier aux 2 premiers niveaux, avec notre habitation au dernier niveau. Mais c'est vrai que cet atelier nous a permis d'avoir des machines plus grosses, des choses qu'on n'avait plus la possibilité de faire. On se trouvait restreint dans cette petite remorque. Et à une demi-heure de cet atelier, on a une maison dans la montagne. Enfin, une maison, c'est plutôt une grange qui nous a permis pour nous d'être un terrain test, on va dire, de toutes ces solutions qu'on voit ou qu'on a vues chez d'autres. On a eu envie de les tester à l'échelle d'un petit habitat, donc ça fait à peu près 60 mètres carrés au sol. Et le but, c'est de voir dans quelle mesure on est capable de vivre de manière très confortable dans un lieu qui n'est ni relié à l'eau et ni à l'électricité, en installant ces différentes low-tech et voir justement dans quelle mesure c'est viable, agréable. C'est ce qu'on est en train de tester et qui fait aussi l'objet de ce 3e tome avec Ulmer, donc qui est rendre habitable, autonome un petit habitat. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, du coup, peut-être, parce que sur le podcast La Case Robinson, on s'intéresse à l'éco-construction, à l'éco-rénovation, du coup, aux matériaux que vous souhaitez utiliser pour peut-être l'isolation, pour les revêtements intérieurs, et aussi sur les systèmes que vous souhaitez mettre en œuvre en lien avec ces low-tech. Alors, c'est pas très éco-construit. Mais la démarche est 100% éco-responsable. Je m'explique. C'est un bâtiment accessible en véhicule, donc ça doit être fait à pied. Nous, on était partis dans des grandes idées d'isolation en panneaux de laine de bois, et en fait, c'est un bâtiment qui a été à l'abandon pendant une dizaine d'années, mais où il y avait déjà eu un chantier avant. Et les anciens propriétaires avaient monté énormément de matériel. Ça représente un coût de transport humain en termes d'activité physique énorme parce que donc il faut tout monter à la main. Donc sur place, il y avait déjà de la laine de verre, des rouleaux de laine de verre, il y avait du lambris, il y avait du parquet, qui n'avaient même pas été déballés. Donc c'est des choses. Nous, c'est pas du tout les matériaux qu'on aurait forcément achetés. On s'est posé pendant longtemps la question, à savoir est-ce que on utilise ces matières-là qui sont déjà là, qui ont été produites, achetées, acheminées, ou est-ce qu'on achète du nouveau matériel qu'on doit faire remonter, qu'on remonte, et celui-ci on le descend et on l'amène à la déchette pour être incinéré. Donc c'est pour ça que on a isolé en laine de verre et lambrissé. Donc c'est pas éco-construit, mais c'est éco-responsable. Mais donc l'isolation en tout cas de la charpente est faite en laine de verre avec donc on a isolé parce que c'est une tôle, un toit. Pour l'instant, c'est un toit en tôle ondulée, donc on a décidé de pas le changer pour l'instant parce que c'est pareil. Monter des ardoises, on s'en sortait pas tout de suite les épaules. Donc on a laissé la tôle, on a fait un vide entre la tôle et la charpente, on a isolé à la laine de verre avec des protections qui permettent d'avoir un caisson quasi étanche pour pas que la laine de verre se détériore et puisse s'en aller. Donc on a fait du mieux possible pour contenir ça. Et on a décidé de ne pas isoler les murs parce que c'est des murs qui font 60 cm et on va faire un enduit de correction thermique à l'intérieur. On maçonne tout à la chaux à l'intérieur. On a refait plein d'ouvertures, on a mis des vitres. Après, globalement, on n'utilise que du bois. On avait pas mal de bois dans l'atelier de village, de vieilles poutres en chêne qu'on a pu redéligner, re-raboter pour faire tous les ouvrants à l'ancienne. Donc on a fait des gros cadres de fenêtres avec des feuillures directement intégrées
Donc il n'y a pas de dormant, quoi. On a directement claqué les doubles vitrages dans les cadres. On a refait une ouverture sur le pignon ouest à la manière des granges pour charger le foin. Voilà, on essaye de faire en sorte de dénaturer le moins possible le bâti, mais quand même de faire quelques ouvertures pour avoir un peu de lumière. C'est pareil, il y a des immenses baies vitrées, on n'aurait pas forcément mis ça, mais ils avaient monté 2 grands panneaux entiers de baies vitrées pour pour vitrer tout un pan de la grange, qui est pour l'instant ouvert. Donc là, et on est en train de décaisser, de finir de décaisser pour faire un hérisson ventilé en cailloux et puis mettre un revêtement au sol. Donc voilà, ça c'est pour le côté bâti. Les systèmes, on les a pas fabriqués sur place, on les fabrique dans notre atelier de village et on les monte. Donc là, on utilise des matériaux parfois réemployés, parfois pas. On s'autorise quand même d'acheter certains matériaux s'ils nous paraissent pertinents et puis durables dans le temps. Je pense qu'il vaut mieux acheter une plaque de plaquée, bakélysée, filmée pour un usage intensif extérieur plutôt que de voir l'objet fabriqué Se détériorer et devoir être refait tous les 3 ans. Ouais, je comprends bien que monter des baies vitrées sur un chemin, enfin je sais pas quelle distance il y a, mais à la main, c'est quand même des ouvrages qui pèsent lourd, etc. Donc le l'écologie, c'est aussi une écologie d'effort physique parfois qu'on peut avoir pour se préserver. Forcément, vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours des compromis à faire dans des projets comme ça, et je pense que c'est tout à fait pertinent effectivement de réutiliser les matériaux qui étaient présents plutôt que de faire des allers-retours pour oui. dans ce genre de contexte. En termes de système, il me semble que vous avez, en tout cas c'est dans le livre, vous avez construit un chauffe-air solaire avec des ardoises. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser sur place? Peut-être vous pouvez décrire un peu comment ça fonctionne? Ouais, il est monté sur place. Après, c'est dimensionné pour une petite pièce, donc ça sera pas pour chauffer l'intégralité de la grange. Nous, on s'en est servi pour le mettre sur le mur contre la salle de bain, qui va être un peu en contrebas de la pièce de vie. Et ça permet de chauffer un peu plus petit volume. Ça extrait l'air de la pièce qui va passer par un réseau de chicanes à l'intérieur des ardoises, donc qui va chauffer l'air à l'intérieur de ce panneau. Comme ça. Ce panneau à air chaud. Et l'air chauffé va être réenvoyé dans la pièce en hauteur et va permettre une ventilation, un chauffage naturel et une ventilation naturelle en été. Nous, on a fait des tests de température. Après, là, pour l'instant, il faut voir que le bâtiment, il est ouvert au vent. Donc, on peut pas avoir un retour vraiment sur une pièce fermée. Après, on s'est basé sur les travaux là du Lotec Lab qu'ils ont mis en place sur sur leur tiny house, avec le même système de clapet qui permet en fait, avec un vérin thermostatique, quand la température dans le corps de chauffe est en dessous de 25 degrés, ça vient se fermer, ce qui permet de pas avoir d'appel d'air froid dans la maison, d'apport d'air froid. Mais nous, on a fait des tests qui étaient vraiment bluffants. En plein hiver, quand il fait 5 degrés dans la pièce, dans la maison ouverte, et qu'il y a le soleil qui cogne dessus, et ben on obtient 40, 45, 50 degrés en sortie. D'air pulsé. Donc ça met pas la pièce à 50 degrés, mais on gagne facilement dans ce genre de petite pièce, on peut facilement gagner quelques degrés. Et ça permet aussi de faire circuler l'air. Il y a une trappe en haut qu'on peut ouvrir et qui permet de faire juste de l'extraction d'air. Donc là, ça va fonctionner un peu comme une VMC naturelle. Ça va plus être dans un contexte d'été, mais ça nous semblait pertinent pour une petite pièce humide. Et donc c'est le principe des murs trombes. Il y a une prise d'air, l'air vicié en partie basse du mur côté salle de bain dans ce cas, et côté en façade, il y a une prise d'air neuf. Et tout ça, c'est... Non, ok. Donc c'est de l'air en circulation fermée. Okay. Fermé. Il n'y a pas de prise extérieure et ce qui permet en fait de réchauffer l'air intérieur. Ok. Voilà. Donc ça renouvelle pas l'air en termes de qualité d'air, mais par contre ça chauffe l'air ambiant. Oui. Et c'est un chauffage passif qui fonctionne, qu'on soit là ou pas là, ça va permettre de chauffer et réchauffer l'air en permanence. Si tu veux, pour rester dans les solutions de chauffage qu'on a installées,
Donc nous, on a choisi d'installer les low-tech qu'on voulait, en tout cas pour l'énergie, les installer maintenant. Parce que avant de faire du gros œuvre, ça permet quand même de passer tout un tas de réseaux. C'est beaucoup plus facile qu'une fois que la maison est déjà faite et produite. On a fait des panneaux solaires thermiques. Donc on a des panneaux photovoltaïques pour un apport en électricité. On a des panneaux solaires thermiques qui nous permettent de chauffer de l'eau. Donc en fait, à l'intérieur du panneau solaire, il y a un réseau de fluide caloporteur qui circule, qui se réchauffe à l'intérieur du panneau et qui est renvoyé dans un échangeur thermique. L'échangeur thermique, il est à l'intérieur d'un ballon. Donc ça, c'est pareil. On a transformé un ballon existant en ballon à échangeur. Et quand le fluide caloporteur chauffé par le soleil circule dans le ballon, ça vient chauffer l'eau à la température voulue. Pour ça, il y a une petite pompe de circulation qui permet de faire circuler le fluide dans tous ces tuyaux. Et une vanne 3 voies qui nous permet d'alimenter, en fait, quand on n'est pas là, ça nous permettra d'enlever, de switcher et de pas alimenter un ballon d'eau chaude, qui nous servira pas forcément, mais par contre d'alimenter un réseau de radiateurs, qui est constitué d'un radiateur, mais qui pourrait après être multiplié. En tout cas, c'est le chauffage, les panneaux solaires thermiques sont pas forcément envisagés comme ça d'habitude, mais on peut très bien les raccorder à des radiateurs en fonte, par exemple, qui permettent, pareil, de faire un chauffage permanent, quoi. Donc nous, quand on n'est pas là-haut, vu que c'est pas notre habitation, ce sera pas notre habitation principale, c'est vraiment une zone de test et ça nous permet d'avoir un hors-gel constant. Ouais, super intéressant. Et tu citais l'exemple, l'illustration du soleil qui chauffe l'air de 5 à 40 degrés dans le système de chauffeur solaire. Et c'est vrai que peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point l'énergie solaire elle est très importante et elle est très disponible aussi. Tout à l'heure, vous parliez de four solaire ou de cuisson solaire. Un four solaire bien dimensionné, il peut monter à 200, 300 degrés. C'est très impressionnant avec des objets assez simples finalement. Oui. Et puis nous, on a vu des cuisines solaires qui alimentaient plusieurs centaines de personnes. Hein. Donc vraiment des énormes paraboles. Enfin, c'est ça aussi la force de ces systèmes, c'est qu'on les dimensionne à échelle de ses besoins. Donc si on a besoin de produire beaucoup d'énergie solaire, l'énergie solaire, ça sert aussi à faire des concentrateurs. À un moment, on voulait faire ça. Après, ça sert à rien de le faire là-haut vu qu'on n'en a pas l'usage, mais ça m'aurait amusé. C'est de travailler sur de la concentration solaire pour créer de la vapeur. Donc, en fait, on concentre, c'est produire d'autres types d'énergie, mais faut voir que là, on parlait de température dans le réseau air, dans le réseau eau, on monte facilement à plus de 100 degrés à l'intérieur, le fluide caloporteur. Donc, je parle bien de fluide caloporteur. On peut utiliser de l'eau, mais nous, on met pas de l'eau. C'est de l'eau au glycol ou du glycol. Nous, on est en zone montagne et l'eau, ça gèle et il faut purger tous les tuyaux l'hiver, etc. Comme ça fonctionne en cycle fermé, qu'il y a assez peu d'évaporation parce qu'il y a des clapets qui existent, des petits vases d'expansion qui permettent en fait de laisser s'évaporer une partie, mais qui est récoltée, récupérée, remise en réseau. Donc c'est pas une évaporation dans l'atmosphère, très peu. Donc ça nous permet d'utiliser ce système. Et le glycol, l'autre avantage que ça a, c'est que ça monte à plus de 100 degrés. Donc on peut avoir des systèmes qui sont très très chauds. Donc on a des chauffes. Nous on a fait un petit ballon, on a fait un ballon de 100 litres parce qu'on est une famille de 4 personnes. C'est ça à terme le dimensionnement, et qu'on a estimé que déjà 100 litres d'eau chaude pour une famille de 4 personnes, c'était largement suffisant pour couvrir nos besoins en eau sanitaire courante. Ce genre de chauffe, ça nous permet, avec 2 panneaux, donc nous on a à peu près 2 mètres carrés de panneaux thermiques, ça nous permet tous les jours, s'il y a du soleil, ça nous permet d'avoir un ballon de 100 litres d'eau chaude sanitaire. Et s'il n'y a pas de soleil, on a fabriqué un petit poêle bouilleur sous le format d'un poêle à bois roquette pour avoir une très faible combustion de bois avec une montée en température assez vive. L'idée, c'est de faire un feu dans un poêle, de faire passer un serpentin en inox à l'intérieur, et là, pareil, de faire passer un fluide caloporteur à l'intérieur de ce serpentin, qui est relié également au ballon,
Donc en fait, s'il fait pas très beau, il y a une vanne à tourner. Et on peut faire du feu et chauffer la salle de bain en même temps. Et ça nous chinte, ça chinte le réseau et ça nous permet de faire un élément de chauffage et d'avoir de l'eau chaude sanitaire. C'est important de combiner généralement les sources. On ne compte pas forcément que sur le solaire parce que c'est pas forcément possible, ou que sur le bois et le feu parce que l'été on n'aura pas du tout envie de faire un feu dans sa salle de bain. Mais c'est bien de combiner différentes sources pour avoir quelque chose d'assez complet et adapté en fonction des saisons ou des intempéries. Ouais, toujours dans cet esprit de résilience qu'il y a aussi dans l'esprit low-tech. Vous avez parlé de chauffage, d'eau chaude sanitaire. Tu as évoqué le fait que pour l'électricité, vous allez installer des panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques, on peut pas forcément considérer que c'est du low-tech, même si aujourd'hui, il y a quand même un gisement de panneaux de réemploi qu'on peut réutiliser et qui fonctionnent encore à au moins 70-80% de leur performance initiale, donc c'est quand même tout à fait satisfaisant. Eux-là, ils viennent d'un ancien parc photovoltaïque à côté de Limoges. C'est une copine qui nous avait eu ces panneaux. Et sinon, alors peut-être du coup, par rapport à ça, vous allez faire du stockage sur batterie, du coup, en autonomie pour. Ouais. Et est-ce que vous allez installer un autre dispositif de production d'électricité? Alors vous avez parlé d'éoliennes tout à l'heure, même si ça produit pas forcément beaucoup. Ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs de production d'électricité low-tech qu'on peut envisager dans l'habitat? Alors, ce qui nous amuserait, c'est des petits objets. Moi, j'aimerais beaucoup travailler sur tout ce qui est gravité. Ça fonctionne très bien pour des lampes, par exemple. Et ça, faire des lampes avec des contrepoids qu'on monte et qu'on descend pour avoir 45 minutes, 1 heure d'éclairage, ça, c'est des objets qu'on développera plus tard dans la maison. L'idée, de toute façon, c'est d'avoir une consommation électrique assez faible dans la maison. On n'a pas de grosses power bank, de grosses tours de contrôle. On a 2 petites batteries de camping-car qui nous serviront à alimenter essentiellement des pompes et de la lumière. Et brancher des petits appareils. Mais c'est vrai que le but, c'est aussi d'être assez en conscience avec ce qu'on consomme et de faire en fonction de ce qu'on a disponible. Donc peut-être que l'hiver, quand on n'a pas autant, on peut faire un peu moins. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que chez nous, l'hiver, il fait super beau. Donc de toute façon, on risque d'avoir pas d'électricité. Mais après, pour répondre à ta question, j'aimerais bien fabriquer une éolienne pigote, donc pour produire de l'électricité. Donc là, avoir une éolienne qui fait à peu près 200 watts, ce serait bien, 200-300 watts. Après, nous, on n'est pas dans une zone où il y a des forts couloirs de vent, donc c'est un peu délicat, mais en tout cas pour le test, j'aimerais bien. Mais on envisage quand même juste de conscientiser au maximum la production d'électricité et de se dire que c'est pas ça qui nous inquiète. On va pas multiplier les facteurs et on préfère adapter notre consommation plutôt que de multiplier la production. Il y a un truc très important qu'on a fait parce que sur le terrain, il n'y avait pas d'eau. C'est l'apport en eau. Et ça... On a maçonné une cuve de 200 000 de 3 mètres cubes litres, ouais. Qu'on a maçonné. On a fait le choix de le maçonner contre la grange, sachant les divers inconvénients, mais c'est quelque chose qu'on avait besoin pour avoir un accès à une façade nord et de ne pas avoir à remaçonner plus de murs que ce qu'il fallait, et surtout de pouvoir creuser la semi-enterrée, c'était l'endroit du terrain où c'était le plus possible. Et avec un système de filtration via la gouttière, ça nous permet d'avoir un accès à l'eau qui est quand même non négligeable, surtout qu'en Ariège, les précipitations sont assez importantes. On sait que le débit en eau est assez fort. Et cette cuve va nous permettre, avec une petite pompe, d'alimenter le réseau d'eau, de chauffage, et après notre consommation sanitaire, parce qu'on a accès à une source en contrebas. Donc on ne peut pas relever de l'eau, mais on peut aller chercher de l'eau à la source pour nous boire si on veut de l'eau de source. Il y a 70 ou 80 mètres de dénivelé. Donc remonter, ça demandait vraiment faire appel à de la machinerie soit très puissante, électrique, soit du thermique.
et c'était pas l'idée. Donc d'aller chercher 2 jerrycans de 10 litres à la source pour nos besoins en eau de boisson et avoir tout le sanitaire qui passe sur de l'eau de pluie qui est traitée, filtrée, enfin qui est filtrée, ça nous semblait cohérent. Et encore une fois, on a maçonné ça. On a choisi d'avoir une cuve de 3000 litres pour répondre aux besoins d'une famille de 4 personnes pendant un mois complet sans précipitation. Sachant que chez nous, en Ariège, en tout cas pour l'instant, c'est très rare qu'il y ait un mois complet sans précipitation. Le volume annuel, c'est 1200 mm de pluie au mètre carré. C'est la même chose, c'est la même pluviométrie qu'à Brest. Et Bordeaux aussi, cette année, enfin, ces dernières années. Voilà. C'est juste que c'est pas forcément les mêmes temporalités de pluie et les mêmes volumes de pluie qui tombent d'un coup, mais ça permet d'avoir, quand on calcule sur une toiture de 60 mètres carrés, puisqu'il y a 60 mètres carrés d'un côté, 60 mètres carrés de l'autre, sur un pan, on fait tout tomber dans la citerne, avec un trop-plein qui s'évacue après dans la pampa. Et tout l'autre pan de toit, il est collecté pour le bonheur, pour le confort. Le confort. Il est relié à un bain extérieur avec une cuve. Donc on a une cuve qui fait tampon. Le trop-plein de cette cuve s'évacue dans un bain. Et il y a un élément de filtration et une pompe qui sont reliés en direct sur un petit panneau solaire qui permettent de faire circuler l'eau entre la cuve et le bain pour avoir une eau qui est claire et qui croupit pas. Et donc ça, c'est un élément qu'on a installé assez rapidement parce que monter là-haut et faire de la maçonnerie sous le cagnard toute la journée, t'es quand même content d'être dans un truc confortable et de te mettre les fesses dans l'eau face aux montagnes. Et ces derniers temps, on a ajouté un système de chauffe à ce bain pour avoir un bain norvégien, un bain qui peut être chauffé au bois. Ouais, ça donne envie. Et d'ailleurs, ces deux systèmes, ils sont présentés dans votre livre. Effectivement, le bain nordique et la cuve de récupération. On parle beaucoup de low-tech là depuis tout à l'heure, on parle de lieux en pleine nature, etc. Mais par exemple, le bain, mon père est très intéressé pour en fabriquer un dans un pavillon. Parce qu'il y a un petit jardin et que c'est adapté, c'est petit, c'est facile à fabriquer. Donc il se voit très bien fabriquer ça. Donc on s'est autonomisé un petit habitat, mais c'est pas réservé à des granges isolées en montagne. Ouais, mais justement, c'est une question que je voulais vous poser, peut-être. Quand on habite plutôt en ville, dans un contexte urbain, etc., où voilà, il y a moins ces possibilités d'autonomie. Voilà, c'est des contextes assez différents. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place néanmoins comme système low-tech si on habite en ville, par exemple? Pour les personnes qui veulent quand même, voilà, s'intéresser à ça, s'engager dans ces alternatives sans forcément déménager à la campagne, plus en autonomie, etc. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Les chauffe-eau solaires ou chauffage passif dimensionnés à la bonne taille peuvent être aussi bien en ville qu'en campagne. Ouais. Alors après, ça, faut faire attention. Ça marche très bien en ville, etc. Dans n'importe quelle zone, sur de l'habitat individuel, sur de l'habitat collectif, des unités d'habitation type immeuble et tout ça, ça va fonctionner moins bien parce que c'est quand même assez gros. J'ai envie de dire en ville, donc dans le contexte d'un urbain qui habite Bordeaux, Paris ou quoi, dans un immeuble, déjà faire attention à sa consommation et à ses déplacements et à ce qu'on consomme et ce qu'on regarde, etc. C'est déjà prendre part au circuit low-tech. Après, c'est assez, à part faire des graines germées, faire un peu de culture hydroponique, de faire des systèmes genre des bokashi qui permettent de faire du compost à l'intérieur de la maison. Ou voir l'unité d'habitation à Boulogne que Corentin Chapelleron a initié dans un appartement. C'est des choses, ça, c'est des solutions en ville. Ça fonctionne. On pourrait repenser les douches, faire des brumisateurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je suis pas encore certain que la majeure partie des urbains aient envie de le faire. Il y a une contrainte aussi qui fait qu'on est souvent locataire, donc il y a des changements qu'on peut pas faire dans la maison. Mais par contre, des gens qui habitent dans des pavillons, dans des maisons individuelles, même dans des zones urbaines, mettre en place des systèmes de production d'énergie solaire thermique, c'est très facile. C'est très facile.
c'est très adapté. Et là, nous, dans les années à venir, on aimerait bien se pencher plus là-dessus parce que ça fait des gains d'économie d'énergie, des gains financiers aussi, qui sont assez importants. Ça permet vraiment de toucher une large partie, un large spectre de la population qui n'est pas intéressée forcément au low-tech, mais qui s'intéresse à faire des économies. Donc ça va aussi dans le bon sens. Ouais, et puis vous avez cité tout à l'heure la marmite norvégienne aussi, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Enfin, tout ce qui est lié à l'alimentation, effectivement, tu le disais, on peut mettre en place dans un logement plus facilement, quel que soit le contexte, même si ça prend un peu de place. Et après, voilà, il y a toujours des contextes, des contraintes potentielles de place dans des appartements. Mais le bain nordique, même en ville, effectivement, si on a un petit espace extérieur, théoriquement c'est possible. Récupérer les eaux de pluie aussi, dès qu'on a une toiture et un petit jardin, c'est possible. Et après, ce serait des volontés. Il y a plein de choses qui seraient super à mettre en place. C'est des volontés publiques et il y a plein de nouveaux bâtiments aussi qui se créent, qui intègrent ce genre de choses. Donc, ça va quand même globalement dans le bon sens, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il y a des essais. On a fait un bon tour, merci. Une question que je pose à tous les invités, c'est à quoi ressemblerait pour vous votre maison idéale si tout était possible, s'il n'y avait pas de limite, pas de contraintes? Alors déjà, ce serait en haut d'une montagne, à côté d'un petit torrent, et une maison qui nous permettrait de vivre en harmonie, de produire... Être proche de la nature, c'est quelque chose qu'on a identifié comme être important. Produire à la fois les besoins énergétiques, mais aussi les ressources de construction et les ressources alimentaires, c'est quelque chose qui nous ferait fantasmer. Donc je sais pas si c'est ça qui va se passer, mais en tout cas, ça pourrait ressembler à une petite maison un peu isolée. Pas trop loin du monde, mais un peu isolée. Je vais continuer à suivre la suite de vos aventures. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre peut-être, en plus des vôtres, bien sûr, dont je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais une ressource que vous souhaiteriez partager aux personnes qui nous écoutent, peut-être sur ces sujets, ou qui vous ont particulièrement accompagné dans vos démarches? Ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet et qui veulent vraiment aller plus loin, il y a le Low-Tech Magazine qui est un site internet, mais il y a tous les tomes, beaucoup de tomes qui sont disponibles. On peut acheter des tomes papier, ouais. Où il y a l'intégralité des systèmes low-tech référencés. C'est pas vraiment des systèmes, mais c'est les articles autour de la low-tech. En tout cas, ça permet de s'ouvrir à plein de prismes différents autour des low-tech, que ce soit politique, social, environnemental, fabrication. C'est un super magazine. Il y a une version en ligne, Low-Tech Magazine, et il y a une version papier pour ceux qui ont envie de feuilleter. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire également, que vous répétez peut-être régulièrement sur vos chantiers? Passe-moi l'équerre. Non, on essaye de tout faire en rigolant. Voilà. Pas mal. C'est important sur les chantiers parce que parfois c'est laborieux et long et on peut en avoir vite marre quand on est sur les chantiers. Donc effectivement, garder le sourire, c'est essentiel. Où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent vous contacter, en savoir plus sur vous, vos activités? N'hésitez pas à aller voir sur le site Chemin de Fer, www.chemindefer.fr, et là on a notre contact et tous les projets en cours, passés, qui ont été effectués par l'association. Il y a Atelier Chemin de Fer aussi sur Instagram. Et puis sur plein d'autres plateformes open source, vous retrouverez des documentations chemin de fer. Type sur le wiki du Low-Tech Lab, il y a plein de tutos chemin de fer. Trop bien, je mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à tous les deux, Alizé et Johan, pour ce partage et puis ces retours d'expérience, puisque vous faites et ce que vous partagez autour de vous. Je rappelle pour les personnes qui veulent découvrir un peu plus vos activités, puis vos travaux, les livres que vous avez publiés dans la collection Résilience aux éditions Ulmer, qui sont super intéressants, c'est des beaux objets aussi, on parlait de design tout à l'heure, c'est aussi des beaux objets en tant que tels, et c'est une très belle collection aussi, les autres ouvrages sont intéressants. C'était un plaisir de vous recevoir sur le podcast. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur pour ce qui vient. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous,
en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.